Le vélo est-il plus polluant que la voiture? Alors avant de commencer, déjà je te souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode. Également t'indiquer que cet épisode n'est pas seulement audio mais il est aussi visuel. Normalement si tu vas sur ton application Spotify, tu peux accéder à la vidéo et ça va être bien intéressant pour cet épisode car il y aura beaucoup de chiffres. Euh, et je sais à quel point c'est compliqué d'intégrer les chiffres qu'on entend et il vaut mieux les voir. Également, je m'excuse car je suis assez allergique en ce moment au pollen. Donc déjà, je parle du nez et en plus, je ne vais pas arrêter de me moucher pendant le podcast. Ça commence déjà. Alors, le vélo est-il plus polluant que la voiture? Déjà, avant de commencer, j'aimerais t'inviter à te remémorer quelque chose. Te remémorer pourquoi tu aimais faire du vélo lorsque tu étais enfant et naïf. Peut-être que c'était pour la sensation agréable qu'il te procure, peut-être pour apprendre à maîtriser l'équilibre, peut-être pour se rafraîchir avec le vent qui affronte ton visage. Et aujourd'hui, c'est assez différent. Le vélo a acquis d'autres dimensions. Et pour les mettre en avant, j'ai effectué un sondage dans la rue et un petit peu en ligne aussi, avec à peu près 100 participants, pour savoir pourquoi ils préféreraient prendre le vélo plutôt que la voiture pour faire leurs déplacements. Et comme je l'avais prévu, les arguments plus côté loisir, comme les sensations agréables, travailler l'équilibre et tout ça, sont largement dépassés par des arguments plus rationnels, comme entretenir sa santé, faire des économies, mais surtout protéger l'environnement. Car oui, aujourd'hui, en fait, nous sommes dans un monde où les questions environnementales sont au centre des débats, et le vélo, nouveau moyen de déplacement, donc ce n'est plus un loisir, et il est souvent présenté comme une solution neutre en carbone. On lui attribue souvent avec lui zéro carbone, et donc c'est un candidat vraiment important pour nous aider dans notre transition écologique en matière de déplacement. Alors pour remettre en question ceci, on va d'abord effectuer un bilan carbone du cycliste et ensuite on le comparera avec celui de la voiture et du train. Alors d'abord, le vélo, tout comme la voiture, il nécessite d'être produit, d'être emballé, d'être transporté, d'être distribué, d'être stocké et enfin d'être recyclé. Toutes ces tâches, toutes ces étapes demandent une consommation énergétique. Et, et donc une émission de CO2 dans l'atmosphère. On regroupe toutes ces tâches sous le nom d'énergie grise. Alors pourquoi ce terme? Sans doute parce que, comme ces énergies, cette couleur est peu visible, au final comme ces énergies qui sont souvent mal connues du grand public et oubliées dans les calculs. D'ailleurs, la seule ressource scientifique sur le sujet que j'ai trouvé est un rapport publié par la marque de vélo Trek qui nous indique qu'un vélo émet en moyenne 174 kg de CO2 pour sa fabrication et son acheminement. Pourquoi ce chiffre, je ne l'ai pas pris en compte? Enfin si, en fait, je l'ai pris en compte, mais je l'ai modifié. Car d'abord, la marque de vélo Trek est une marque de vélo assez haut de gamme, où les composants seront donc assez élaborés et donc plus polluants. Et également que dans sa moyenne, euh, la marque de vélo Trek prend en compte les vélos électriques. Or, c'est pas le sujet aujourd'hui.
Donc j'ai plutôt penché sur une estimation à la baisse de cet impact environnemental, plus aux alentours de 100 kg de CO2 pour un vélo, qui se rapproche, comme on le voit sur la diapositive, au vélo qui s'appelle Marlin, de la marque Trek, qui possède un cadre en aluminium. Désolé. Finalement, comme la plupart des vélos qu'on utilise, qui a une émission de 116 kg de CO2, ce qui se rapproche des 100 kg de CO2, qui facilite plutôt bien le calcul. Donc évidemment, ça dépend des composants. Des composants comme un cadre en fibre de carbone sera très, très polluant. Également les suspensions et surtout les batteries pour les vélos électriques. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas le sujet. Alors du coup, donc j'ai dit qu'un vélo émettait en moyenne 100 kg de CO2 en raison des énergies grises. Alors, dans mon bilan carbone, ce que je fais, c'est que je ramène tout en grammes par CO2 émis au kilomètre pour pouvoir le comparer à la voiture et au train, qui sont souvent dans ces unités-là. Alors pour ça, il faut, il faut donner une durée de vie au vélo, enfin plutôt une distance de vie. Donc là, j'ai estimé que le vélo allait vraiment durer longtemps et qu'il allait être vraiment rentabilisé et qu'il allait parcourir 20 000 km au cours de sa durée de vie. Alors, du coup, avec ces deux informations, on peut facilement calculer que le vélo émet 5 grammes de CO2 au kilomètre en raison de ses énergies grises. Ensuite, la respiration. Alors, on pourrait dire que le cycliste euh, qui, qui fait un effort physique a une cadence respiratoire plus élevée. Il va absorber plus de volume d'air et en rejeter plus aussi. Donc, il va davantage consommer du CO2, consommer du dioxygène et rejeter du CO2, qui aurait donc un impact environnemental. Alors sur ce sujet, les avis sont assez divergents. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors du coup, logiquement, on se dirait ça. Mais finalement, pourquoi déjà on rejette du CO2? Alors on rejette du CO2 car on consomme de l'énergie. On consomme, en fait, c'est la réaction entre le glucose et le dioxygène qui est apportée par la respiration, qui, euh, qui par réaction chimique produit du CO2, de l'eau et surtout de l'énergie. C'est ce qui nous intéresse pour faire l'effort. Finalement, cette réaction chimique, c'est le total inverse de la photosynthèse qui utilise le CO2 et l'eau, plus l'énergie donnée par le soleil, pour produire du glucose et du dioxygène qui est rejeté par la plante. Ce dioxygène rejeté par la plante, il est rejeté dans l'atmosphère. Donc finalement, c'est un cycle tout ça. C'est le cycle du carbone. Et a priori, il serait neutre du fait, euh, du fait que c'est un cycle assez rapide à, à parcourir. Quelqu'un qui fait un effort physique, qui va rejeter plus de CO2, consomme donc plus de glucose. Le glucose, d'où il provient? Il provient de la plante. La plante qui, pour obtenir le glucose, a consommé du CO2 pour le transformer en glucose. Donc en fait, ce cycle est neutre. Plus on dépense de glucose, plus on produit du CO2, mais plus aussi on a eu besoin de manger des végétaux pour, euh, pour avoir ce glucose. Et donc plus il y a eu de végétaux qui a absorbé du CO2 au préalable. Donc en fait, au final, la plante a pris du CO2 de l'atmosphère et grâce à la respiration, on a juste
remis le CO2 où il était à la base. Alors, j'ai pas tout compris à cette théorie, car on pourrait la comparer finalement aux énergies fossiles. Les énergies fossiles, à la base, alors je suis pas un pro là-dessus, mais c'est la décomposition des forêts et tout ça. Donc à la base, à la toute base, c'était donc du CO2 dans l'atmosphère qui a été absorbé par un arbre. Ensuite, cet arbre s'est décomposé et donc c'est ensuite allé dans la lithosphère. Et là, grâce à nos activités anthropiques, on remet le CO2 de l'atmosphère de la lithosphère dans l'atmosphère. Donc finalement, c'est un cycle aussi. Donc voilà, c'est à relativiser. J'ai trouvé plusieurs avis sur ce sujet et j'ai décidé d'opter vers, vers le fait de négliger cet impact de la respiration. Car en plus, je pense que s'il y avait vraiment un impact, avec tous les êtres humains qu'il y a sur Terre et tous les êtres vivants, ça aurait peut-être un impact grave. Donc, on conclut qu'il y a zéro participation de la respiration au bilan carbone du vélo. Ensuite, le carburant. Alors, pourquoi carburant déjà? Parce qu'on pourrait dire qu'il n'y a pas de moteur au vélo finalement, sauf pour le moteur électrique. Et pourtant, si. À mes yeux, il y a un moteur. Il s'agit de vos jambes qui vous servent à pédaler. Et le carburant, c'est bien heureusement pour vous et malheureusement pour cet homme sur la diapo, ce n'est pas du gasoil, c'est ton alimentation. Donc l'alimentation t'apporte de l'énergie, principalement pour assurer tes fonctions physiologiques, donc la respiration, le fonctionnement de ton cerveau, la digestion, maintenir le battement de ton cœur, tout ça, tout ça. Pardon. C'est vraiment insupportable. Mais aussi, au-delà de survivre, tout simplement, cette énergie nous permet de bouger. Donc en fait, quand on fait du vélo, quand on fait de la marche, quand on fait tout ça, on dépense de l'énergie. Et cette énergie, il faudra la compenser par l'alimentation, c'est-à-dire manger plus. Or, l'alimentation, c'est la troisième source la plus polluante des émissions des ménages, après le logement et le transport. Donc c'est une part assez conséquente. Sachant ça, il faut savoir combien de calories on dépense à vélo à peu près. Pour cela, j'ai décidé d'essayer d'expérimenter à l'aide d'une montre connectée, donc une Apple Watch. Alors le protocole, c'était de faire 500 mètres aller, 500 mètres retour. Alors pourquoi ça? Pour effacer l'effet du dénivelé, parce que c'est assez compliqué de trouver un terrain plat. Donc par conséquent, j'ai fait un aller, un retour pour effacer cet effet. Et avant, j'ai essayé d'atteindre une vitesse constante de 18 km/h. Parce que la vitesse a forcément un impact sur la consommation en calories. Alors, j'en... Alors, à la fin de l'expérience, qu'est-ce que ma montre m'indiquait? Ma montre m'indiquait 23 kilocalories dépensées. Enfin, 23 calories. Faut que je me bouche. Donc 23 calories. Alors pourquoi sur la diapo j'écris 17? Tout simplement parce que comme je te l'ai dit, une partie de cette dépense calorique est dédiée à maintenir ses fonctions physiologiques. Donc ce qu'il a fallu faire, c'est retirer cet impact. Donc pour cela, j'ai
J'ai juste considéré les apports caloriques moyens d'une personne et je l'ai soustrait. Donc voilà, 17 calories. Puisque c'est qu'une expérience et que les montres connectées sont pas toujours très fiables, je me suis quand même renseigné sur combien de calories nous sommes censés dépenser à vélo. Pour cela, j'ai été sur le site de la Fédération européenne du vélo qui nous indique qu'on dépense 20 grammes de CO2 par kilo de poids de corps par heure. Donc je me suis trompé sur ma diapo. 20 grammes de CO2 par kilo de poids de corps par heure. Sachant qu'ils ont considéré que le cycliste allait à 16 km/h. Donc, si on suit ces recommandations, finalement on se rapproche de mon résultat. Donc j'ai considéré qu'il était bon. Maintenant, si une personne se ravitaille par son alimentation intégralement avec du bœuf importé du Brésil, le bœuf importé du Brésil ayant un gros impact environnemental, soit 32 kg de CO2 pour 100 grammes produits, alors dans ce cas-là, le cycliste sera 5 fois plus polluant que la Lamborghini Aventador, qui est la voiture la plus polluante au monde. De l'autre côté, un végétarien aguerri, qui ne mangerait que des carottes, serait cette fois-ci 5 fois moins polluant que la voiture la moins polluante au monde. Alors, évidemment, ces deux extrêmes ne reflètent en rien la réalité, car personne ne mange qu'un seul aliment. Mais je les utilise pour te montrer à quel point l'alimentation du cycliste aura une influence sur cet impact environnemental. Je trouve ça intéressant quand même. On peut être plus polluant qu'une voiture, même 5 fois plus. On peut avoir la même pollution qu'une voiture. Je ne sais pas, je sais pas avec quel aliment, mais c'est quand même fou. Donc puisque ça ne reflète en rien la réalité, il convient de faire une moyenne avec une alimentation type. Pour cela, j'ai... Oh, punaise, je suis embêté. J'ai Siri qui s'est allumée. Enfin bref. Donc pour cela, j'ai regardé la consommation des Français, comme on le voit sur ma diapositive. Donc 24% de viande, 24% de légumes, 18% de pain et céréales, etc. Et j'y ai appliqué pour chaque catégorie d'aliments une moyenne de l'apport calorique et une moyenne de l'impact environnemental. Il est bien évidemment différent entre chaque aliment, et il est différent également entre les différentes catégories d'aliments que j'ai classées au niveau de l'alimentation type. Alors, après de longs calculs que j'ai effectués, donc il n'y aura pas de source là-dessus, j'en ai convenu qu'une alimentation type apportait 253 calories au 100 grammes. Et également, côté impact environnemental, qu'elle demandait une émission de 524 grammes de CO2 au 100 grammes. Du coup, on peut estimer qu'une calorie a demandé une émission de 2 grammes de CO2 pour arriver dans ton assiette. Voilà. L'équation du bilan carbone, enfin la formule du bilan carbone est maintenant complète. Il suffit donc de multiplier par 2 le nombre de calories dépensées à vélo, qui était 17, et d'y ajouter l'impact des énergies grises. Donc on peut convenir, on peut estimer que le cycliste émet en moyenne 40 grammes de CO2 au kilomètre. Ça, c'est un chiffre à retenir, il est assez important,
puisque c'est à la base de tout, c'est le calcul que j'ai fait, 40 grammes de CO2 au kilomètre. Maintenant, si on compare cet impact environnemental à celui de la voiture, qui émet en moyenne, évidemment ça dépend des voitures, elle émet en moyenne 200 grammes de CO2 au kilomètre. Par conséquent, avec un calcul assez simple, on peut dire qu'un trajet à 5 en voiture aura le même impact environnemental qu'un trajet à 5 avec un vélo chacun. Donc c'est assez intéressant, je trouve. On peut même l'appliquer à la vie de tous les jours si un jour tu décides de faire un trajet, enfin qu'une famille, une grande famille décide de faire un trajet et pense que c'est enfin que c'est meilleur pour l'environnement de partir par exemple à 6 à vélo plutôt que remplir la voiture à 6. Alors dans ce cas-là, ce n'est pas le cas. Il vaut mieux prendre la voiture. Alors, maintenant, je te laisse imaginer comment ça se passe avec les transports en commun, qui battent à plate couture les promesses faites par le vélo. Notamment, le vélo serait 10 fois plus polluant que le TGV, car le TGV émet seulement 4 grammes de CO2 par voyageur et par kilomètre, en considérant donc que le train soit complet. Ce qui n'est pas toujours le cas, donc il y a certaines limites. Également que là je parle du TGV, mais le TER a un impact environnemental, il me semble, de 34 grammes de CO2 aux voyageurs au kilomètre. Donc le TGV serait le transport le moins polluant. Alors, pour finir, pour conclure, oui, le vélo peut être plus polluant que la voiture. Donc cela dépend, comme on l'a vu, des composants du vélo. Certains composants sont plus éco-responsables, mais surtout, et c'est ce que je veux que tu retiennes, c'est en fonction de l'alimentation. De toute façon, tu le vois aujourd'hui avec les nombreux gestes donnés pour protéger l'environnement, eh bien, changer ses habitudes alimentaires est un élément qui revient souvent. Pour finir, j'aimerais que tu retiennes qu'il faut remettre en question les choses données. Donc ici, zéro carbone pour le vélo, finalement, c'est un peu trop simple cette estimation, car le vélo n'émet pas zéro carbone, bien au contraire, il émet 40 grammes de CO2 au kilomètre. Donc c'est assez considérable quand même. On ne peut pas le, ne pas le considérer. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu, j'espère que ces remises en question t'ont plu. J'espère également que le format vidéo est assez agréable et qu'il a été utile, parce que retenir des chiffres, c'est assez chiant. J'espère aussi que je ne me suis pas trop bouché. Et je te souhaite qu'on se revoie bientôt dans un nouveau podcast. De toute façon, je suis en vacances. J'ai du temps à perdre. Donc normalement, beaucoup de podcasts vont sortir pendant cet été. Je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée, une très belle matinée. Et à plus.